Bonjour à tous pour un nouvel épisode du podcast Industrial Growth. Je le dis avec mon meilleur accent anglais. Encore pas mal de progrès à faire de ce côté-là. Je suis Karim Bourras, le dirigeant de la société NIL. Et on est aujourd'hui avec Julien Poileux d'Infopro Digital, qui est le directeur de l'Expo Permanente, un site que certainement, si vous êtes dans l'industrie, vous devez connaître, puisque c'est une des principales plateformes aujourd'hui qui permet de positionner ses produits en ligne et d'être trouvé quand on vend notamment des produits dans le secteur industriel. Alors, j'ai peut-être dit plein de bêtises là dans la phrase que je viens de dire, mais Julien, tu vas peut-être te présenter puis nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Bonjour Karim, bonjour à tous. Effectivement, c'est presque juste. L'accent anglais était d'ailleurs quasiment excellent. Voilà, non, c'est assez juste. On est un onglet du site usinenouvelle.com qui est encore plus connu que nous. Et en fait, sur l'usine nouvelle, il y a un onglet qui s'appelle Trouver vos fournisseurs, dont l'objectif est de présenter l'ensemble des produits qui peuvent intéresser un industriel aujourd'hui dans ses besoins. Alors, nous, notre spécialité, c'est plutôt les produits de type équipement ou ce que j'appelle, moi, besoins secondaires. C'est-à-dire que, de toute façon, dont j'aime bien expliquer ça, c'est vous êtes une usine, vous fabriquez des tuyaux en cuivre. On va bien évidemment pas apprendre aux gérants de cette entreprise à acheter du cuivre. Ils regardent ça tous les matins. C'est quasiment le sang de sa société que cet achat-là de matières premières qui est stratégique. En revanche, il peut avoir besoin d'un chariot élévateur, il peut avoir besoin d'une machine, il peut avoir besoin d'équipements pour ses bureaux. Pourquoi pas d'un logiciel CRM, des choses comme ça. Voilà, donc tous ces besoins qui sont pas forcément dans le cœur de métier des industriels, nous on essaye de les centraliser, ou tous ces besoins qui nécessitent d'ailleurs d'être challengés à chaque réachat. Un chariot élévateur, ça peut être leur business, mais c'est quelque chose qu'on rechallenge régulièrement. Voilà, et on le fait en fédérant des fournisseurs potentiels qui nous confient leur catalogue produit. On le publie avec, je pense qu'on rentrera dans le détail, mais tout un ensemble de techniques pour le rendre le plus efficace possible sur Internet. Et puis, les visiteurs de l'usine nouvelle ou les visiteurs directement de l'Expo Permanente, parce qu'il y a pas mal de trafic directement sur cet onglet aujourd'hui, peuvent faire des demandes qui vont de la demande de catalogue à la demande de devis urgente ou demande d'infos. Voilà. Donc, nous, on fait ça. Et puis après, pour répondre à la deuxième partie, moi, je suis quelqu'un qui vient pas de l'industrie, mais du digital et du marketing, puisque j'ai fait 8 ans en e-commerce B2C et puis ensuite 4 ans dans des systèmes autour des systèmes de paiement. Voilà. Donc, vraiment culture digitale à 100%. Alors ça, c'est intéressant. Donc, tu viens d'une culture digitale, e-commerce, B2C. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un site qui s'adresse essentiellement à des gens dans le secteur industriel. Ouais. Je ne sais pas si tu partages mon constat, mais plutôt des entreprises très traditionnelles dans leur façon de faire du marketing. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la situation des entreprises industrielles, des PME industrielles par rapport au marketing? Est-ce que ça vous pose problème aujourd'hui chez Infopro Digital? Est-ce que pour l'Expo Permanente, c'est difficile de convaincre les industriels de faire un peu de marketing? Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que de façon claire, les enjeux du digital pour des industriels aujourd'hui sont moins, arrivent plus tardivement que par rapport à des enjeux B2C, ça c'est sûr. Mais quelques éléments que je trouve intéressants. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, je crois que la porosité entre l'acheteur B2B et le particulier, le consommateur qu'il est, elle est très importante. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, nos modèles, quand on regarde comment faire un site, quand on regarde comment améliorer nos fonctionnalités, nos modèles, notre raisonnement, c'est de se dire l'acheteur de chariot élévateur, l'acheteur d'unités électriques, l'acheteur de barrières de sécurité, en fait, c'est aussi et avant tout un acheteur d'Amazon le week-end. C'est avant tout quelqu'un qui utilise Airbnb, c'est quelqu'un qui utilise, qui lit des infos sur lemonde.fr ou sur leparisien.fr, par exemple, qui est sur Facebook, qui est sur ce genre de site à titre perso. Donc, en termes d'expérience utilisateur, je crois que
un des grands enjeux, c'est comment on arrive à avoir un site qui est au top niveau tout de suite. Ouais. Ça, on rejoint le deuxième point, c'est qu'il y a des boîtes industrielles qui ont cette culture et qui savent faire ça. Et puis, il y a des boîtes qui ont soit pas la culture, soit pas les moyens, soit pas les personnes. Qui vont parfois peut-être trop investir sur leur site à eux, en essayant de rentrer dans une course où ça va être très compliqué. Voilà. Et aujourd'hui, si je fais le constat sur nos clients, c'est qu'on a… et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une question de taille, mais plutôt une question de culture, souvent de culture du dirigeant d'ailleurs. D'accord avec toi. Mais on a des gens pour qui avoir un site, c'est une fin en soi. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on essaie de travailler avec le dirigeant pour lui montrer qu'il y a plus que ça derrière Internet. Et puis, il y a des gens qui ont des sites extrêmement poussés, peut-être même vraiment souvent très pointus par rapport à l'usage de leurs acheteurs potentiels d'ailleurs. Mais c'est intéressant, donc il y a toute l'échelle. Et notre rôle, nous, dans tout ça, moi, ce qu'on essaie de faire avec les équipes commerciales, les équipes de production, les équipes marketing, c'est on essaye de prendre une position de conseil, d'amener les gens à qui on parle, avant tout, évidemment, on veut leur vendre bien sûr notre solution et notre service, mais avant tout, de les amener à réfléchir sur leur stratégie digitale. Je crois que la question qu'on pose le plus en rendez-vous, c'est comment les gens vous trouvent. Ouais. Voilà. Et beaucoup de gens nous répondent, c'est là où énormément de gens, peut-être le niveau de maturité varie, mais c'est que énormément de gens nous répondent, ils tapent mon nom dans Internet. Mais si on tape le nom d'entreprise, c'est qu'en fait, on la connaît déjà. Donc, on n'est pas dans de l'acquisition. Voilà. Et c'est un outil veut dire que le web est utilisé comme un outil de fidélisation. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer du web, d'un outil de fidélisation et de communication sortante, à un outil d'acquisition de nouveaux business. Parce que les gens qui cherchent vos produits, ils commencent aujourd'hui à 95% online, comme vous le faites tous en tant que particulier. Voilà, moi, mes croyances et l'intérêt, je pense, de venir du B2C, e-commerce, pour aller dans le lead B2B. Tu as une culture très orientée du coup aux produits et ouais, tu as déjà expérimenté ça sur des marchés qui sont beaucoup plus peut-être concurrentiels en B2C. Oui, absolument. Ouais, c'est sûr. Et moi, je trouve que ce que tu viens de dire, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. La porosité des comportements, c'est quelque chose que parfois, en tout cas dans mes prospects ou dans les gens avec qui je discute dans le secteur industriel, ils ont un peu de mal à comprendre. Eux, ils sont pas sur Internet, donc ils considèrent que leurs acheteurs ne le sont pas. Je pense que c'est une grosse erreur. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Internet et il n'y a pas de raison qu'arriver à 8 heures le lundi matin au boulot, on ferme l'ordi, on ferme Google et on revienne à l'annuaire papier. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très important et que parfois les dirigeants ne comprennent pas. Le deuxième point dans ce que tu viens de dire que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une question de taille et qu'on voit même des grands groupes, des grosses sociétés industrielles avoir un problème de culture par rapport à ça et soit sous-investir, soit surinvestir. Et je vois des boîtes, moi, qui sont capables de mettre 80, 100 000 euros sur un site Internet avec des configurateurs, des choses très compliquées, alors que cet argent pourrait amener un retour sur investissement beaucoup plus intéressant sur notamment des canaux comme celui que vous proposez à l'Expo. J'espère en tout cas. Justement, un petit peu, sans rentrer dans le détail des chiffres, parce que je sais que c'est pas forcément le but déjà de nos discussions, mais c'est quoi un peu la taille aujourd'hui du site L'Expo Permanente si je suis moi une PME industrielle qui vend par exemple des chariots élévateurs, puisque tu en as parlé tout à l'heure, en moyenne, est-ce que tu as des données sur le retour sur investissement qu'on peut atteindre? Qu'est-ce que ça peut m'apporter moi en tant que petite PME industrielle qui veut faire connaître ses solutions? Oui, alors, quelques chiffres. Nous, aujourd'hui, l'Expo Permanente, c'est un peu plus de 110 000 produits en ligne qui viennent d'environ 3 700 entreprises. Je crois que le chiffre est affiché sur la homepage, donc très facile à vérifier. Il bouge tous les jours parce qu'on rajoute des produits, on en enlève aussi quand ils sont en fin de cycle. Donc, en termes de volumétrie, c'est ça. C'est environ 25 catégories de niveau 1. Il y a de l'emballage, mécanique et précision. Il y a de sécurité. Il y a machine-outils, équipement de production, plasturgie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. On a une dominante produit par rapport à des enjeux de savoir-faire ou de service. Ça, c'est
un point important. Donc ça, c'est pour donner quelques idées de volume. Après, peut-être en trafic, on pense aujourd'hui être un très gros site dans notre univers. Donc l'usine nouvelle, évidemment, c'est environ 20, c'est un peu plus de 20 millions de visiteurs par an. Et un gros quart de ça passe par l'expo permanente. D'accord. On est sur la même URL, hein, on est la même adresse web, c'est usinenouvelle.com/expo. C'est pas anodin, je pense. Non, ça aide dans le trafic et absolument. C'est une adresse prestigieuse où avoir posé son magasin. Voilà. Donc ça, c'était question 1. Et excuse-moi, la deuxième partie. Pour une PME industrielle, si je la reformule un peu différemment, aujourd'hui, il y a besoin de ROI, il y a besoin de prouver ce que ça apporte. Et surtout, il y a beaucoup de canaux. Donc, moi, je crois beaucoup dans dans le champ des canaux qu'il faut utiliser pour une PME. Je crois beaucoup, surtout quand on vend des produits à des plateformes comme la vôtre. Voilà. Après, il y a des questions de dosage aussi. C'est quoi un peu les recommandations que tu pourrais faire par rapport à ça? Oui, absolument. Alors, nous, les recos, c'est sur les présences. Moi, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les investissements digitaux dans l'industrie sont arbitrés de façon, pas tout le temps de la bonne façon. On a quelques concurrents. On n'est pas très nombreux sur ce marché, mais on a quelques concurrents. On entend régulièrement non mais je vais en prendre qu'un ou je vais choisir l'un des 3 ou 4 ou je peux pas faire ça parce que je fais un salon. Là, moi ça c'est un raisonnement que je comprends pas forcément parce que ce sont des business d'acquisition de nouveaux clients. Or tous dans nos métiers, l'acquisition de nouveaux clients c'est la croissance, c'est ce qui est clé pour le développement, enfin pour demain quoi. Et plus je suis présent, plus je vais avoir d'opportunités, je vais créer de la surface de contact. Moi, j'aime bien parler, quand je forme mes équipes aux produits, je leur parle, c'est un produit de prise de territoire digital. D'accord ? Donc, il faut imaginer ça un peu comme un grand jeu de plateau. C'est le risque sur… l'espèce de jeu là qu'on avait de jeu de plateau, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et il faut essayer d'aller prendre des territoires. D'accord ? Donc, Facebook, c'est un de ces territoires. LinkedIn, c'est indéniablement un de ces territoires. L'expo permanente en est un autre sur le web. Et le web, en fait, on peut le retranscrire physiquement. D'ailleurs, j'aime bien dire que l'expo permanente est un centre commercial. C'est exactement. Une infrastructure où il y a du trafic. Et puis, on présente des stands de multiples fournisseurs. Donc oui, pardon. La prise de territoire digital, c'est fondamental. Donc, la clé, c'est d'être présent un peu partout, je pense. Ça, moi, je pense que c'est une bonne pratique. Et puis, plus on est petit, plus on a intérêt à être présent partout parce que ça donne l'impression qu'on est énorme. Ouais. C'est un bon truc. Ça me rappelle, je vais faire une anecdote perso, mais j'avais monté un business Internet, e-commerce au début, et puis j'avais mis sur la page contact une dizaine d'adresses mail. Achat, contact, service client, direction, réclamation, et tous les gens que je connaissais quand j'avais lancé le site m'avaient dit mais vous êtes combien dans la boîte? Et en fait, tous les mails arrivaient chez moi. D'accord. Ça explique bien comment on arrive à donner l'impression, et c'est la force du web, c'est que si on a la compétence et qu'on explique clairement ce qu'on fait et qu'on arrive à le prouver, on n'a pas besoin d'être ABB et de faire des milliards d'euros de chiffre d'affaires pour arriver à faire passer son message. Par contre, il faut le diffuser partout. Je pense faire des arbitrages pour des investissements qui ne sont pas très élevés. On arrive à la question du ROI, mais nous, notre prix d'entrée, c'est environ 2 000 euros, 2 000, 2 500 euros prix d'entrée pour être présent 1 an sur la plateforme. Ouais, ce qui est relativement faible par rapport à d'autres coûts. Bien sûr, ce qui est globalement par rapport et puis avec une traçabilité, parce que nous, on va vous dire combien de fois on a affiché vos produits, combien de fois combien de visiteurs sont venus sur votre stand à vous dans l'expo permanente, combien ils ont visité de fiches produits, et puis ils peuvent déposer des demandes et on vous transmet toutes ces demandes. Et on a même une petite fonctionnalité qui permet de dire, on n'arrive pas à identifier tout le monde, mais dans 15 à 20% des cas, on arrive en plus à dire qui est venu visiter la page. Donc, on est capable de vous dire, tiens, il y a Total qui est venu voir, ou il y a
telle entreprise de métallurgie qui est venue vous voir. Alors, on ne sait pas forcément dire qui c'est, mais ce sont des éléments qui peuvent donner des directions et des pistes commerciales. Et donc, sur le ROI, c'est très variable parce que quand on propose des machines-outils, quand mon business, c'est des machines-outils à 500 000 ou 1 million d'euros, bah, je vais recevoir peut-être 10, peut-être 20, peut-être 50 leads. Quand je vends du consommable en petite unité électrique et que je propose ça, bah, je peux recevoir plusieurs milliers de leads par an. Donc, la variabilité est un peu trop forte, ou plutôt une moyenne n'aurait pas beaucoup de sens dans notre métier. Je comprends. Et on adore, nous, les niches industrielles. Quelque part, plus c'est générique, et plus ça peut se retrouver dans le grand public. Voilà, il y a beaucoup de mots-clés qui sont à la fois B2C et B2B. Bah, on va être moins fort sur ça. Par contre, un chariot élévateur, ce n'est acheté que par des pros. Voilà, c'est des mots sur lesquels on est fort. Les machines-outils, une machine d'emballage. C'est des points sur lesquels nous, on est bon en référencement. D'accord. Voilà. Eh ben, tiens, justement, ça fait une bonne transition. Chez vous, c'est un enjeu important parce que finalement, vous faites aussi le référencement, j'imagine surtout naturel, des produits de vos clients. Ouais. Là, tu me disais tout à l'heure que tu étais en poste depuis maintenant 3 ans chez l'Expo Permanente. Est-ce que tu as vu, toi, des évolutions? C'est quoi un peu les tendances que tu observes en termes de référencement des produits? Quel type de tactique tu conseillerais à des PME industrielles justement pour essayer de positionner leurs produits? Bon, de façon claire aujourd'hui, la première chose à comprendre, c'est que la façon dont Google, qui est le moteur principal, hein, aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur les autres, en France en tout cas. Mais la façon dont Google fonctionne, c'est que Google essaye d'émuler l'acheteur. Il essaye de représenter au mieux la personne qui va utiliser Google. Donc, Google, il va dire, ben, moi, quand quelqu'un utilise mon site, j'ai envie qu'il trouve du contenu de qualité, j'ai envie qu'il trouve sa réponse vite et j'ai envie qu'il ait une bonne expérience. D'accord? Donc, ce qu'il faut, là où c'est ce que j'aime bien dans ce métier-là, c'est qu'il est logique, il est sain, il aligne les intérêts de tout le monde. Donc, nous, notre job, c'est de faire en sorte que notre infrastructure, notre centre commercial digital, ils permettent à un visiteur de ne pas attendre pour se garer, de ne pas attendre pour rentrer dans le magasin, d'avoir une bonne signalétique et de trouver le bon magasin au bon moment, qu'il y ait une connexion qui fait que quand je passe ma carte bleue, ça ne met pas 3 heures. Et on peut très facilement retranscrire en fait dans le monde physique. Moi, j'ai tendance à expliquer qu'on vend du pixel carré, comme des gens vendent du mètre carré. Donc, dans cette analogie-là, nous, on a aujourd'hui 80% de notre trafic vient de gens qui cherchent quelque chose sur Internet. Donc, on ne va pas chercher ou proposer de la promo ou appâter avec des mauvais arguments. Nous, on essaye d'être positionné sur quelqu'un qui cherche fabricant d'outillage, je cherche un fournisseur ou je voudrais un devis sur tel ou tel produit. On a d'ailleurs une logique qui permet d'essayer d'associer les mots-clés de nos clients fabricants avec des mots d'achat, des mots d'intention d'achat. Ça, c'est vraiment une stratégie assumée. Donc, voilà, le SEO, pour nous, c'est fondamental. On a aujourd'hui, en B2B, on pense qu'on a vraiment, parmi les boîtes qui ont les meilleurs équipements du marché en termes de logiciels, on utilise des outils vraiment très puissants. On a 7 personnes dans l'équipe SEO qui surveillent l'ensemble des sites. On a des sites un peu similaires à l'Expo Permanente dans d'autres domaines, mais les méthodes sont les mêmes. Voilà. Et après, le conseil que je peux donner à un dirigeant d'entreprise industrielle notamment, c'est que c'est pas un conseil, c'est plutôt un constat. C'est que le SEO, à partir du moment où on se fonde sa stratégie sur le référencement, c'est pas un one-shot, c'est pas je fais un site et il va être optimisé. C'est en permanence une alimentation qu'il va falloir donner de 2 dimensions. Un, la qualité du contenu, sujet que vous connaissez bien chez Neil, et 2, l'optimisation technique. Cette deuxième dimension, elle est très souvent moins maîtrisée pour une raison simple, parce qu'elle est vraiment très complexe. Voilà, nous, on a des gens qui regardent
toutes les semaines la profondeur moyenne du site, qui regarde le nombre d'URL en no-index, qui regarde les balisages des pages, que des mots barbares, mais qui à la fin se retranscrivent dans quelque chose de très logique. C'est que quand vous êtes sur votre mobile, qui est un enjeu très fort de demain d'ailleurs, et un des conseils, c'est que là, Google l'a annoncé, dans un horizon de 2 à 3 ans, c'est le site mobile qui sera le site indexé et ce ne sera pas le site ordinateur classique. Et ça, c'est un move qui va être fait parce que dans le B2C, c'est le mobile qui est aujourd'hui passé numéro 1, mais Google n'a pas un index pour le B2B et un index pour le B2C. Ils traitent tout de la même façon. C'est clair. Mais donc, demain, si sur mobile, je pense que ça vous est tous arrivé, quand vous ouvrez une page web et qu'elle met 10 secondes à se télécharger, ben vous fermez et vous passez à autre chose et vous revenez en arrière, vous allez chez Google et vous prenez votre choix numéro 2 et le choix numéro 2 se télécharge en une seconde. Donc, la compétition technique n'est pas à négliger. La compétition du contenu est importante, mais je pense qu'il y a des solutions simples pour celle-là. En revanche, quand on s'engage dans le web, il faut savoir qu'il y a de la maintenance et du suivi à faire sur le rythme de production de contenu et de mise à jour, mais aussi sur les éléments techniques. Voilà, ça c'est fondamental, je pense. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Moi, je retiens un petit peu, si je dois garder quelque chose, j'aime beaucoup ta comparaison d'Internet comme finalement un lieu, c'est une extension d'un lieu physique et cette approche de centre commercial, je trouve qu'elle est très, très intelligente, en tout cas dans la façon de voir les choses et de l'expliquer peut-être à des gens qui ne sont pas aussi marketing qu'on peut l'être tous les deux. Et puis, je note aussi que en termes de stratégie, il y a quand même un certain nombre de canaux aussi qui sont aujourd'hui intéressants à exploiter et il n'y a pas de raison de s'en priver, quoi. Non, bien sûr. D'ailleurs, je pense que le futur pour nous, c'est de continuer à développer plus de canaux sous l'égide d'une marque qui est importante. Mais voilà, et je pense que les dirigeants industriels devraient… Pour moi, hein, la différence fondamentale entre le business, je vais dire classique, et le business digital, c'est que dans le digital, la règle, c'est d'abord on teste et après on juge. Ouais. Et c'est vrai que quand on doit construire une usine qui coûte quelques millions d'euros, les décisions sont beaucoup plus lourdes. Et dans le digital, on peut tester pour 2, 3, 4 000 euros par an. Et en fait, il faut, avant de se faire des idées préconçues sur ce genre de choses, c'est comment je peux tester un peu, voir si ça marche pour moi. Et puis, si ça ne marche pas, arrêter, surtout, revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis en plus, sur ce que tu viens de dire, on n'a jamais eu autant d'outils pour mesurer un peu tous les tests, quoi. Il y a tout un tas d'outils qui existent. À partir du moment où on lance quelque chose sur le digital, ça peut être sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on a derrière des données qui permettent de savoir très précisément ce qu'on a récupéré, ce qui n'est pas toujours le cas quand on investit sur une chaîne de production ou sur autre chose. Bien sûr. Julien, vraiment, merci beaucoup pour ce petit moment que tu nous as accordé. Il y a plein de choses à en tirer. On va résumer aussi tout ça sous la forme d'un petit billet de blog. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Je crois que l'usine nouvelle, c'est pas l'usine nouvelle, c'est l'Expo permanente fête bientôt ses 10 ans. Est-ce que je peux le dire? Je peux là. Je pense qu'on on est en train de. Vous êtes en train de préparer quelque chose événement qui devrait être un événement sympa où on va réunir nos clients et puis on a fait un petit jeu là de fonctionnalités qui seraient nécessaires pour demain et avec quelques très bonnes idées qui sont venues des annonceurs mais aussi des utilisateurs acheteurs du site. Donc je pense qu'on a un beau programme pour l'année 2018 là. Okay. Démarrera par cet événement. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir à tous.